Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Encre et de Bulles. Une émission un petit peu particulière vu que l'actualité VO et VF est pas folle sur cette quinzaine. On va plutôt commencer par un débat dont on expliquera un petit peu le contenu tout à l'heure. Et pour m'accompagner cette semaine, il y a à nouveau Isoka Parker. Salut Isoka. Salut tout le monde. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, tranquille. Un bon petit dimanche là pour parler comics, pour débattre. Ouais, et puis avec la pluie qu'il y a, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Hein. Voilà, rien de mieux à faire, donc parler comics. C'est ça. On retrouve aussi Julien, Wall Geek. Salut Julien. Hello, comment ça va? Ça va et toi? Ah, ça va bien. Et avec nous, cette semaine encore, Léna. Salut Léna. Ben salut à tous les trois. Très contente d'être de retour pour cette émission. Bon plaisir partagé. Donc, c'est ce que je disais, on a un petit débat cette semaine, vu que l'actualité est vraiment pas folle. Il y a eu une petite polémique dans le monde du comics, elle a même plutôt grossi, sur Sorrentino aurait-il utilisé l'intelligence artificielle sur les Batman qu'on a critiqués sur les précédentes émissions ou non. Clairement, rentrer dans ce genre de débat, moi ça m'intéresse pas, c'est pas à nous de faire l'avocat du diable, il y a bien assez de censeurs et d'objecteurs de conscience qui s'en occupent. Ce qui serait plutôt intéressant de voir, c'est pourquoi les artistes seraient tentés d'aller vers l'intelligence artificielle et se pencher un petit peu sur la question de l'industrie du comics. On sait qu'elle est un petit peu à la peine, mais quand on regarde un petit peu les volumes qui sortent tous les mois et le peu d'artistes stars qui travaillent, ça peut donner quelques éclaircissements sur le pourquoi du comment. Donc, on va commencer en regardant un petit peu les volumes qui sortent. Là, cette semaine, par exemple, si on regarde un petit peu le nombre d'issues, on voit que pour Marvel, il y a 19 issues qui sortent, il y en a 12 chez DC, 13 chez Image, et il y en a à peu près moitié moins pour les 5 autres gros éditeurs que sont Dynamite, IDW, Boom et Dark Horse. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, déjà, dans un premier temps? Pas tous à la fois. Ça fait combien une soixantaine d'issues par semaine? 50? Entre 50 et 60? C'est ça pour les 7 plus grosses, les 7 éditeurs majeurs des comics. D'accord, donc on est en gros sur 200 à 250 comics par mois. Ouais. Ce qui peut quand même paraître assez fou, hein. Ça fait beaucoup de choses qui sont produites, qui doivent être produites, surtout que le comics. Alors on peut voir chez Image c'est un peu plus différent. Je sais que Hisoka pleure encore son saga qui est toujours pas sorti, mais c'est mensuel, donc tous les mois, et voire même chez certains Big Two, ça peut être à la semaine, hebdomadaire. Il faut sortir le numéro. Et contrairement à, je dirais, aux années 80 où il y avait quand même pas mal de 80-90 où il y avait des fill-in, en tout cas peut-être un peu plus, j'ai l'impression qu'il y a moins de fill-in, donc ils sont obligés de sortir au final. C'est ça, effectivement, il y avait pas mal même en plein milieu d'un arc, un petit épisode filler où c'était une autre équipe créative qui permettait de donner un petit peu de repos à l'équipe en place. Et là, c'est vrai que ça semble plus le cas. Alors quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, on m'a parlé de l'époque où il y avait la maxi-série 52 chez DC Comics qui était conséquente à Infinite Crisis, où c'était un épisode toutes les semaines qui est sorti pendant 52 semaines. Mais à côté de ça, c'était écrit à 8 mains. Il y avait Greg Rucka, il y avait Geoff Jones, il y avait Mark Waid, Morrison. C'est ça. Keith Giffen qui chapeautait un petit peu le tout, qui s'occupait du découpage et qui attribuait plus ou moins les parties à écrire à chacun des scénaristes, en fait. C'est ça. Donc c'était pas deux personnes qui s'occupaient de la série complètement tout le temps, ce qui aurait été intenable de toute façon avec les délais. Non, c'était 5 personnes, et si tu leur demandes, ils sont très fiers de leur travail, mais ils recommenceront jamais. C'est ça. On le voit d'ailleurs dans l'édition VF de 52 que pour eux c'était super enrichissant parce qu'il y avait un bouillonnement d'idées. Mais c'est vrai que là quand on regarde, alors effectivement les gros artistes majeurs arrivent pour généralement un arc sur une série pour aller apurer à droite à gauche, mais ça reste quand même un volume assez important. Là, si on regarde chez Marvel, c'est 19 issues cette semaine.
Sans parler du back catalogue qui peut faire vivre avec énormément de PP et d'omnibus surtout. On est sur minimum 2 omnibus par semaine à venir sur le mois de mars et d'avril. Et ça, rien que Marvel. T'as un petit problème de micro. Ouais, un petit souci de son. Ok, ça va mieux? Non. Alors. Ça a dû changer la source. Ouais, c'est comme si c'était un peu étouffé, effectivement. C'est mieux. J'ai rien touché. Ah bon, Bah, ça a l'air d'être revenu là. Les Ok. joueurs de l'informatique. Ça a été C'est censuré par les Big Two qui ont capté là. Ils ont dit Ils non. ne veulent pas. Il y a Ils trop de disent la choses, là. vérité. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est clair que l'offre, il y a énormément, la proposition, enfin, elle est énorme, quoi, que ce soit chez les Big Two, t'as à peu près, allez, je sais pas, entre 50 et 60 issues par mois par grand éditeur, quoi, que ce soit Marvel ou DC. D'ailleurs, quand... Image. Ben, oui, c'est pour ça on y viendra après, Image, mais qui a un système économique un peu à part. Mais de toute façon, par exemple, chez DC, au début des années 2010, quand on appelle les New 52, pourquoi ça s'appelle New 52? Il y a 52 séries. Il y a 52 séries lancées. Alors, on peut en parler, soit maintenant, soit plus tard, du nombre, déjà, de séries qui sont lancées, en fait. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il faut en lancer autant? Évidemment, vous pensez bien que sur les 52 séries qui ont été lancées, bah, il n'y a pas 52 séries qui ont dépassé les 4 ou 5 numéros. Hein. Donc, il y a pas mal de choses dont on peut parler. Je pense que, pour clarifier un petit peu l'industrie des comics, et notamment les Big Two, il y avait pas mal de propositions qui ont été faites, notamment réduire le nombre de séries régulières, j'entends, parce qu'après il y a encore les soucis des séries hors continuité, que ce soit des Elseworlds, des Black Label pour DC, mais Marvel en fait peut-être un petit peu moins. Mais bon, là par exemple avec l'établissement de l'univers Ultimate, bon bah ça fait encore des séries en plus, au moins 4 a priori. Black Ultimate, Panther, Ultimate, Spider-Man et X-Men quoi. C'est ça. Donc on en reparlera de façon un petit peu plus. Hein, un petit peu plus tard, je veux dire. Mais effectivement, déjà, le nombre de séries, on peut en parler. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, on va dire que c'est l'autre côté de la pièce, c'est effectivement, il y a beaucoup de séries. Qui veut dire beaucoup de séries veut dire peut-être trop de séries, mais aussi une véritable diversification dans la proposition. Il y en a pour tout le monde. Ça, on y reviendra aussi, notamment dans l'indé. Mais il y en a vraiment pour tout le monde. Après, je pense que tu peux avoir une diversification sans que ça prenne une telle ampleur, parce que c'est vrai que bon, c'est important qu'il y ait des Big Two, c'est important qu'il y ait de l'indé, mais même dans l'indé, si on regarde effectivement les chiffres d'images ou toutes les maisons d'édition qui est à côté, ça en fait quand même beaucoup de propositions, même dans l'indé. Et oui, effectivement, le problème, c'est qu'il y en a tellement que forcément, plus il y a de choses, plus aussi statistiquement, il y a des choses de mauvaise qualité, parce que il y a des, voilà, on inonde, on met beaucoup, et il y a des choses forcément qui ne sont pas de qualité ou qui vont vite s'arrêter. Et c'est dommage finalement d'en mettre autant à profusion, quitte à peut-être dégoûter les gens, parce qu'on peut pas tout prendre non plus. Nous, ça nous force aussi à faire des choix, et on va peut-être pas aussi laisser sa chance à des choses vers lesquelles on serait pas allé, parce qu'il y a déjà trop de choses à prendre à côté, quoi. Ah, c'est ça, c'est qu'il y a à la fois les locomotives, c'est-à-dire que forcément, il y a des gros titres qui vont vendre beaucoup plus et qui permettent aussi la sortie de titres plus mineurs. Ça, c'est évident. Hein. Je veux dire, on peut se plaindre à raison ou à tort, peu importe, qu'il y en a marre que ce soit Batman et Spider-Man qui trustent le haut des ventes. Mais si on n'a pas ce volume de vente des Batman et des Spider-Man, on n'a peut-être pas les Blue Beetle, on n'a peut-être pas les... je sais pas, une autre petite série qui aura un beau succès d'estime et pas forcément de grosses ventes chez Marvel. Là, j'ai pas d'exemple. Mais voilà, par exemple, on a arrêté Avengers Inc. de Alley Wing parce que ça se vendait pas assez, et pourtant, je suis sûr qu'il y avait un succès d'estime ou critique. Enfin, connaissant le bonhomme, à mon avis, et Alley Wing, il a quand même fait beaucoup de choses très réussies chez Marvel. Et voilà, les ventes dictent aussi ce qu'on doit lire. Et alors, c'est ça le problème, c'est que les ventes dictent ce qu'on doit lire, mais les ventes, c'est aussi visiblement ce qu'on veut lire. Donc c'est un petit peu le cercle vicieux, quoi. Ouais. C'est aussi, quoi, vous connaissez peut-être cette théorie dite de la longue traîne, où en fait on a des produits avec beaucoup d'appels, puis après ça va faire une traîne sur des produits où il y a beaucoup moins d'appels, mais qui va être très 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 longue. Et c'est effectivement le cas, il y a deux ou trois titres qui vont truster, puis après tu vas avoir toutes les autres séries qui vont profiter pour pouvoir exister. Après, on est aussi, faut aussi pas oublier qu'on est dans un système quand même de vente, hein, en dessous de 15 000 ventes.
par mois, les séries disparaissent. Et je pense que ce palier est revu chaque année un peu à la baisse. Ce qui fait que une série, tu parlais tout à l'heure de séries avec Wing, qui est effectivement très connue. Moi, je parle par exemple de Savage Dragon, qui est une série qui existe depuis plus de 30 ans. On sait qu'il n'y a pas plus de 5000 numéros à chaque numéro. 5000 numéros, on est loin des millions d'exemplaires qui ont été vendus il y a 30 ans. Et pourtant, donc il y a aussi un phénomène d'érosion des lecteurs, et pour pouvoir survivre à ça, il faut des locomotives, tu as tout à fait raison. On est dans un système qui permet pas d'avoir d'alternative finalement, parce que quasiment tous les issues coûtent le même prix. Donc, comme disait Léda, t'as 20 euros, t'achètes 4 issues, on va faire les choses simplement. T'achètes celles qui sont les plus populaires et pas forcément celles qui sont les plus obscures. Hein. C'est un risque en fait, c'est tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, prendre un livre, prendre une BD, c'est toujours un risque. Parce que ça coûte cher, et c'est pas comme n'importe quelle musique que tu peux écouter sur internet où ça te coûte rien du tout et tu dis j'ai passé 3 minutes à écouter un truc nul, je m'en fous. Là, quand t'achètes un livre, déjà tu dis mince, je payais X euros et puis en plus c'est mauvais, mince, qu'est-ce que je fais? Je suis dégoûté. C'est ça. Vas-y, je t'en prie, non. C'est ça, et le prix, quand on regarde le prix des issues, l'augmentation qu'il y a, où maintenant on est quasiment sur 5 $ l'issue chez les Big Two, c'est 5 $ pour 20 pages. Ça fait un rapport prix à la page, même si on reste sur une forme d'art et c'est compliqué de quantifier l'art, hein. Mais de monétiser l'art, en tout cas de cette façon-là. 5 $ pour 20 pages. Aux États-Unis, je pense qu'ils subissent l'inflation peut-être de façon moindre que nous en Europe, mais ils la subissent aussi. Et ça devient compliqué. Et à côté de ça, on n'est plus comme il y a 30 ans où il y avait une pléthore de stars qui sont tous partis chez Image d'ailleurs à l'époque, quasiment. Il y a beaucoup moins d'artistes ultra vendeurs, que ce soit au dessin ou au scénario, que ce qu'on pouvait avoir il y a une trentaine d'années. Et sur ces 5 $, effectivement, qu'on va payer aujourd'hui, la part de l'artiste n'est pas forcément augmenté. En fait, c'est toutes les matières premières ou autres qui finalement vont truster le prix, voire peut-être aussi un peu les actionnaires. On sait pas trop comment ça marche chez Disney, mais globalement, l'artiste est pas mieux payé aujourd'hui qu'il était il y a 10 ans ou 20 ans, malgré l'augmentation de prix assez importante. Alors là, chez les Big Two notamment, tu as tout à fait raison, chez les Big Two, parce qu'en Indé, c'est beaucoup, ils sont beaucoup mieux payés. C'est un autre système économique, notamment Image Comics. Et parce que Image Comics ont pu se permettre ce système économique, qu'on peut rappeler peut-être, Image Comics prend la totalité des recettes pour les 2 ou 3 premiers numéros, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 premiers. Et par la suite, c'est uniquement aux créateurs. Donc forcément, c'est très intéressant d'aller chez Image. Alors, mais il faut faire une série plutôt au long cours. Alors Image, on le rappelle, a quand même eu des sacrées locomotives. Je veux dire, Walking Dead, c'était une locomotive qui a fait basculer Image Comics dans un indépendant, enfin indépendant dans le sens où c'est plus les Big Two, mais ils ont une structure et les reins très solides, Image Comics. Faut voir le nombre de séries qui sortent chaque mois, hein, c'est impressionnant. Ensuite, ils ont eu Saga qui a été une locomotive qui a un petit peu pris la relève entre guillemets de Walking Dead. Walking Dead n'était pas terminé, je veux dire, mais ça faisait une autre très très bonne série. Il faut savoir que Saga, ça se vend à des centaines de milliers d'exemplaires aux États-Unis. Enfin, au moins 80 000 chaque numéro, quoi. Donc c'est un énorme succès. Et après, on y reviendra peut-être, ça peut faire la passerelle. Alors, je voulais revenir au prix, justement, parce que Brian Kevogan avait déjà communiqué pour Saga, parce qu'il y tenait, lui, que ça reste à 2,99 $ tout le temps. Et ils ont été obligés de passer à 3,99 $ il n'y a pas très longtemps. Et il a bien dit qu'il n'avait pas le choix, économiquement parlant. Et pourtant, Brian Kevogan, je pense qu'il est à l'abri du besoin, il travaille pas mal en ligne, vous savez, je crois que c'est Exploding Giraffe, enfin, bref, c'est quelque chose où chacun donne ce qu'il veut pour lire le comics en ligne. Actuellement, c'est The Spectators, qui fait avec Nico Henrichon. Ils avaient travaillé ensemble sur les Seigneurs de Bagdad, notamment. Okay. Et donc voilà, je voulais parler de ça. Et puis, on peut faire le pont sur, justement, chaque mois, on veut notre numéro, etc. Alors, et c'est vrai que Marvel et DC imposent des deadlines qu'il n'y a pas ou beaucoup moins chez les indépendants. C'est-à-dire que là, Allgeek, il me taquinait tout à l'heure avec l'attente du Saga 67, et il a raison, je l'attends, mais je vais pas écrire à l'auteur tous les jours pour qu'il sorte son numéro. On comprend que ce sont des artistes et des hommes, des femmes avant tout, qui ont des vies,
qui doit aussi qui doit pas se noyer sous le travail. Enfin, on a quand même perdu deux mangaka récemment de manière très jeune, que ce soit Kentaro Miura ou Akira Toriyama. C'est quand même des gens qui n'ont pas vécu très vieux, hein. Pas 60 ans pour Miura et pas 70 ans pour Toriyama. Je sais pas si c'est lié à leur profession, peut-être, un peu, beaucoup, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il faut aussi ménager nos artistes. Comme disait Old Geek tout à l'heure, il parlait de fill-in. Les fill-in, c'était un bon moyen pour opposer un artiste. Maintenant, on gueule dès qu'un artiste se barre au bout de 5 numéros ou qu'on voit plus trop. Ou... On pourra en parler de ces exemples-là. Mais effectivement, il faut peut-être trouver le bon lien aussi entre l'attente du lecteur, l'exigence du lecteur et la fréquence et les cadences des sorties. Et aussi le niveau d'exigence qu'on a par rapport au graphisme. Oui. Justement, dans le cadre de ce débat par rapport à l'intelligence artificielle, etc., on demande aux artistes d'être toujours plus fins, plus précis, d'être détaillés. Des décors vides, on n'a plus d'envie d'en avoir. En tout cas, voilà, c'est quand on dit ouais, il est très bien cet artiste, mais en fait, il fait que des décors vides. Il n'y a pas de décor. Et c'est vrai que tu parlais des mangaka qui ont une technique différente aussi, mais c'est un véritable studio qu'il y a derrière, quoi. Il y a des côté US, c'est rare les personnes qui peuvent faire ça. Il y en a quelques-uns, des studios, McDo Hilato Junior par exemple, il y a un studio, etc. Mais on est quand même plutôt sur l'artiste devant sa planche ou devant sa tablette pour dessiner. Et puis c'est entre 20 et 24 planches en 30 jours. Il y a des week-ends normalement pour les gens qui travaillent. Ça veut dire quoi? Une planche par jour? Je sais pas si les gens se rendent compte un petit peu de ce que c'est la masse de travail de dessiner une planche, mais enfin, pour les gens qui font tout en plus, parce qu'il y a des gens qui encrent aussi, qui font la colorisation. Bon, alors peut-être que ces gens-là ils sortent pas un numéro par mois, mais enfin c'est incroyable ce qu'on exige comme cadence. Ils sont pas aux 35 heures à mon avis. Et t'as Dan Mora, enfin parce que voilà, tu parles de 20 à 24 planches. Mais t'as des dessinateurs qui sont sur X séries par mois. Dan Mora en fait partie, où il fait déjà je sais pas combien de covers pour DC. Plus alors là il est parti de World's Finest, il va partir bientôt de World's Finest et de Shazam. Mais il a je sais pas combien de projets sur le feu en même temps. Enfin c'est un travail de forçat. Mais ne serait-ce qu'il a eu 2 séries par mois assez régulièrement, Dan Mora, entre World's Finest et Shazam. Il a au moins fait il a fait 9 numéros de Shazam et il travaille sans interruption sur World's Finest, si je dis pas de bêtises. Alors Dan Mora, c'est le mauvais exemple, vous savez, c'est comme dans nos différents corps de métier, c'est dire, tu peux le faire, regarde bien, il y a Dan Mora, il le fait lui. C'est ça. Pourquoi tu pourrais pas le faire? Il y a toujours eu ce type de personnes parce que les frères Buscema, que ce soit John ou Sal, ils faisaient plusieurs séries par mois. J'ai vu une interview de John Buscema, il pouvait faire jusqu'à 4 planches esquissées par jour. Et c'est un truc de fou. Alors par contre le gars il faisait 4 ou 5 heures du matin jusqu'à 19 heures. Hein. Voilà. Bien sûr. Et puis même il devait avoir une technique, il devait avoir une efficacité, une rapidité dans sa technique que tout le monde n'a pas. Voilà, c'est ça. Et il y en a toujours eu. Il y a eu, on le décrit aujourd'hui beaucoup. Mais Romita. John Romita Jr. effectivement, Mark Bagley qui pouvait faire jusqu'à 18 issues par an, ce qui est c'est quand même assez conséquent. Et Rob Liefeld. Bon, qui lui a avoué avoir un studio avec des personnes qui dessinaient dans son style quelques années plus tard. Mais on aime ou on n'aime pas Rob Liefeld, c'est un tout autre débat. Mais c'était quand même un énorme forçat de travail aussi fin des années 80, début 90. Ah bah Rob Liefeld, oui, lui il faisait pas 18 numéros d'une série, mais 18 séries d'un numéro. Mais, c'est ça. Bon, je taquine, hein, mais c'est vrai qu'effectivement il a quand même fait beaucoup de choses dans les années 90. Alors, on peut pas lui reprocher. C'est ça. Mais par contre, ce qui est plutôt intéressant de voir, c'est qu'il y a certains éditeurs comme Boom, par exemple, où c'est le plus flagrant, où entre chaque arc, il va y avoir une pause de 2 à 4-5 mois entre la sortie du dernier numéro de la fin d'un arc et du premier de l'autre. Je pense à Grimm notamment, où plus ça va, plus les pauses s'espacent pour Stéphanie Phillips et Flaviano. On est passé de 2 mois sur la première pause et là on était sur 4 ou 5 mois entre la dernière issue et celle qui va sortir le mois prochain, au mois d'avril. Et Something is Killing the Children, qui pareil subit à chaque fin d'arc, il y a une pause pour que Tynion puisse se reposer. Je suis pas sûr parce que vu le nombre de projets sur lequel il est, je suis pas sûr qu'il se repose beaucoup, mais il jongle peut-être en ne faisant pas plus de temps de séries par mois. Parce que là, James Tynion de Force, c'est au moins 4 séries. Enfin, je veux dire... Là, oui. Something is Killing the Children, The Deviant, World 3,
Au moins 3, oui. 4, je me suis peut-être un peu emballé. Mais enfin, 3 en même temps, déjà, à écrire, c'est pas mal. Hein. Et puis il doit certainement il doit certainement superviser. Il fait Blue Book 1947 là, en ce moment chez Dark Horse aussi. Ouais, et puis sans compter la supervision de l'univers étendu de Something is Killing the Children. Où je suis persuadé qu'il supervise House of Slaughter et l'autre, il y en a 2, il me semble, des spin-offs de Something. Non, en fait, c'est surtout House of Slaughter, et en fait, après, il a fait des Book of Butcher et Book of... Oui. J'ai oublié l'autre. Slaughter, je crois. Book of Slaughter et Book of Butcher, je crois. Mais effectivement, Boom, on va dire que c'est un cas un petit peu à part, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils lancent d'autres séries que des exploitations de licences. Parce qu'ils ont fait beaucoup de... Je crois qu'ils ont eu Transformer. Non, c'était IDW Transformer, je dis des bêtises. Ouais. Ils ont eu Power Rangers, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sortent des séries indé et qu'ils les multiplient. Oui. Et par contre, ils font beaucoup de mini-séries. Et le peu de séries un peu longues qu'ils font, là, effectivement, t'as raison, ils font des énormes pauses entre chaque arc. Ce qui se fait aussi chez Image. Hein. Là, Tanyon, il a pris une pause de 2-3 mois entre les 2 arcs de World Tree, par exemple. Là, on parlait de Vaughan tout à l'heure. Le Saga 66, il est sorti au mois de juillet 2023. Et dans une newsletter, il disait à cette époque-là qu'il s'engageait à essayer de faire au moins 6 numéros par an et que s'ils étaient prolifiques, ils feraient jusqu'à 9. Bon, là, pour 2024, ça m'a l'air cuit, puisque si ça sort en juillet jusqu'en décembre, ça ferait 6 numéros ininterrompus. Mais j'ai vu quelqu'un qui a partagé sur un Discord que dans sa newsletter récente, il disait que très très bientôt, il y allait avoir 2 nouvelles plutôt excitantes en ce qui concerne Saga. Donc, il communique quand même là-dessus. Et effectivement, je crois que c'est toi, Johan, Mindphobia, qui en avait parlé il y a 1 ou 2 émissions, je sais plus, qui disait qu'il y a certains libraires aux États-Unis dans les comic book shops qui se plaignent un petit peu, justement, que Saga ne sort pas régulièrement, puisque Saga, c'est une vitrine, c'est une des têtes de gondole des ventes de comics. Mais alors, là, la question, elle se pose, en fait. Est-ce qu'on est en droit d'exiger qu'un comic book sorte chaque mois, ou est-ce que c'est un petit peu déraisonnable, exagéré, et il faut respecter le travail des artistes? C'est là où il y a un double discours, parce que je pense que déjà l'éditeur est en tout cas chez les Big Two, il est déjà en faute, parce que il lui faut ces temps de numéros de Batman, Superman, Spider-Man, Avengers, enfin ces licences phares pour être présent sur le marché. Et effectivement, après il peut y avoir le ruissellement qui, pour les lecteurs plus aguerris, vont plus se diriger sur des personnages un peu moins exploités. Mais il faut quand même ce vivier de séries pour attirer le nouveau lecteur. Un nouveau lecteur, tu ne l'attireras pas sur un Wonder Man ou sur un Booster Gold. Tu vas la faire venir sur un Spider-Man ou sur un Batman, ce qui est plutôt normal, voire un Superman. Mais le souci, c'est que moi le premier, hein, il y a des séries, quand ça commence à prendre du retard, ça finit par me faire râler. Le cas avec, par exemple, la JSA de Geoff Jones, on est sur une série qui sort un épisode tous les 3 mois, quasiment maintenant. Et c'est compliqué pour le lecteur, parce que déjà, 3 mois de pause entre chaque issue, pour te rappeler de ce qui s'est passé sur le trimestre précédent, faut relire le tout. Mais c'est la faute, du coup, nous incombe, nous, en tant que lecteurs, où on râle, mais est-ce que les éditeurs aussi, quoi, parce que les éditeurs, il doit y avoir une pression de malade sur les grosses séries porteuses pour que ça sorte en temps et en heure. Hein. Après, je dirais que c'est quand les règles sont claires dès le début, il n'y a pas de problème. On sait que quand on achète du Big Two, à de rares exceptions, c'est du mensuel. Donc si c'est pas du mensuel, autant nous le dire. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la Justice League, mais de la Justice Society, pardon. Mais Doomsday Clock, si ça avait été annoncé que c'était du bimestriel plutôt que du mensuel, ça serait déjà mieux passé. Après, c'est sûr qu'en construction d'univers, etc., 2 mois, c'est compliqué. Mais en fait, si les règles du jeu sont claires, elles sont claires. Je veux dire, si tu t'achètes du mensuel, tu t'attends à avoir du mensuel. Si tu l'as pas, tu râles. Voilà, c'est l'offre et la demande aussi. Hein. Est-ce que tu sais, tu l'as pas. Est-ce que tu sais dès le début, à chaque fois, si, en tant qu'éditeur, hein, je dis pas nous, est-ce que tu sais déjà à quelle fréquence exactement tu vas pouvoir sortir, ou est-ce qu'il n'y a pas un facteur qui dépend aussi de
de ce que sont en mesure de faire les dessinateurs, quoi. Je sais pas si c'est fixé dans le contrat quand tu commences une nouvelle. C'est vraiment une vraie question. Si c'est fixé dans le contrat quand tu commences une série de dire voilà, il y a ça comme deadline, il faut tenir tel rythme. Ça, je sais pas du tout si c'est imposé quand ils commencent une nouvelle série ou pas. Bah, je pense que sur les auteurs plus confidentiels, auteurs comme dessinateurs, doit y avoir une deadline qui est imposée. Et puis, bah, si t'arrives pas à tenir la cadence, bah, c'est pas grave, tu dégages, on prend quelqu'un d'autre. Des personnes où le nom, le nom va faire vendre, comme Geoff Jones, par exemple, sur Doomsday Clock ou Justice Society, ça doit y avoir plus de largesse admise. Parce que, de toute façon, c'est Geoff Jones ou c'est Jim Lee ou c'est n'importe quel autre grand. Donc, fatalement, ça vendra. Ouais, par exemple, effectivement, c'est une bonne question parce que sur le run de Daredevil de Chip Zdarsky, Keketo, par exemple, est-ce qu'il dit bon, je peux pas dessiner 5 numéros en 5 mois, je peux pas. Dès le départ. Et donc, trouvez-moi un ou deux dessinateurs fill-in. Chip Zdarsky, il essaiera de se débrouiller pour faire en sorte que le dessin puisse mieux servir de la narration ou pas. Hein, j'en sais rien, j'ai pas lu le run. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est vrai que quand on change de dessinateur pour raconter autre chose ou une autre timeline ou tout comme ça peut être pas mal. Mais si on peut pas et si on veut juste raconter la suite et on comprend pas trop pourquoi le personnage dessine autrement, bah, c'est comme ça. C'est vrai que ça peut faire mal aussi, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent aussi qu'ils aimeraient bien suivre telle série, mais ça change trop de dessinateurs. Ben oui, mais à côté de ça, on a cette cadence mensuelle qu'imposent les Big Two et qu'on aime aussi ou qu'on apprécie, j'imagine, en tant que lecteur régulier, retrouver justement notre petit single issue chaque mois. Mais effectivement, moi, je peux comprendre qu'un dessinateur dise bah, moi, je sais pas si j'arriverai à dessiner 6 numéros en 6 mois pour le premier arc. Sans vacances, sans pause, sans rien, pendant 6 mois. Je peux comprendre qu'ils disent non, mais trouvez-moi un dessinateur fill-in, moi, j'arriverai pas. Et à côté de ça, il y a les Dan Mora. Ouais. Et c'est plutôt intéressant de voir ça. Il y avait alors Deviant Prod, on avait parlé dans une émission il y a plusieurs mois déjà. Il y avait une comparaison entre les salaires en 1978 chez les artistes et les salaires actuels qui avaient été faits, inflation comprise. Et quand on regarde les tarifs des auteurs et des dessinateurs, c'est pas glorieux quoi. Alors effectivement, l'industrie du comics, même aux États-Unis, elle est à la peine. Je pense que pour les Big Two, les actionnaires, que ce soit Disney, les actionnaires Disney ou les actionnaires Warner Bros chez DC, parce que DC appartient à la Warner, demandent une part de plus en plus grosse du gâteau, même si je pense que les échecs successifs des films Warner a fait peut-être lever un peu le pied aux actionnaires. Mais les salaires, c'est hallucinant. Quand on regarde, par exemple, une page en 1978, c'était $300 la page. Et que maintenant pour un dessinateur qui s'ancre lui-même, on est à $225. C'est pas normal qu'un salaire baisse autant en l'espace de quasi 25 ans quoi. Donc effectivement, il y a un souci qui est là et qui va peut-être faire perdurer l'espèce de crise qu'on a dans le comics. Parce qu'un dessinateur, je vois pas un dessinateur star vouloir rester à être payé de moins en moins cher au fur et à mesure des décennies chez un éditeur. Hein. Mais on a l'impression qu'on se demande même si l'art a sa place dans quelque chose de si industriel, en fait. Ça, oui, mais c'est un débat philosophique qui pourrait durer des heures et des heures, ça. Mais est-ce qu'on impose une deadline pour créer de l'art? Déjà, il y a peut-être quelque chose d'un peu contradictoire là-dedans. Ouais, mais la BD, ça reste un art mercantile, malgré tout. Tout dépend, surtout aux États-Unis et au Japon, c'est des rythmes de publication hebdomadaires. C'est-à-dire que chaque semaine, que ce soit aux États-Unis, il y a des comics, et au Japon, il y a le Shonen Jump. Et le Shonen Jump, comme Golgi qui l'expliquait tout à l'heure, c'est exactement pareil. C'est des séries qui continuent ou qui s'arrêtent en fonction des ventes, des classements de popularité des lecteurs. C'est ça. Et le salaire... C'est même encore plus dur, du coup, parce que... comme c'est par vote, ton Shonen Jump se vendra toujours. C'est vraiment le choix d'une partie des lecteurs. C'est terrible. L'Europe, avec la franco-belge, reste l'exception culturelle européenne. C'est-à-dire que eux, ils vont produire leur œuvre autant de temps que nécessaire, en fait. La preuve. Alors j'imagine qu'il y a un éditeur qui pousse au cul quand même. Hein. C'est clair. Hein. Par exemple, on attend avec impatience le 3e tome d'Il faut flinguer Ramirez de Petrimo. C'était vraiment super ce qu'il a sorti. Bon, je crois qu'il est dans une phase un peu difficile. Gros courage à lui.
Mais effectivement, voilà, il le dit que ça va être difficile, mais qu'il va le sortir, etc. Et voilà, il y a l'artiste, ses phases de doute, ses phases d'inspiration ou non. Et effectivement, l'art, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément quantifier ou en tout cas régulariser, quoi, peut-être. Oui, bah, tu parles d'Il faut flinguer Ramirez, mais tu prends End de Barbara Canepa. Barbara Canepa, c'est l'autrice et dessinatrice de Sky Dolls. Principalement, c'est une grosse série. End, c'est une œuvre qui a un univers très Tim Burton aussi bien dans les thématiques que dans le trait. Le tome 2 nous est promis depuis 6 ans, soit 6 ans après la parution du premier tome. Ça fait une douzaine d'années qu'on attend le deuxième tome. Donc effectivement, le franco-belge, il y a de plus grosses largesses, mais il y a un vivier qui est moins codifié par la popularité, j'ai l'impression, dans le franco-belge qu'aux États-Unis dans le comics. Des inconnus peuvent arriver et sortir quelque chose qui va plaire tout de suite, qui sera apprécié par le public. Qu'aux États-Unis, il faut quand même déjà commencer à se faire un nom pour être apprécié et surtout vendre. Je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un jeune artiste qui commence la franco-belge, lui, il va pour sa première bande dessinée, il va avoir un forfait. Et le forfait est généralement peu élevé. Quand je dis peu élevé, c'est moins de 10 000 euros. Hein. Donc, avec 10 000 euros sur l'année, il n'y a pas beaucoup. C'est difficile de vivre. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Et en fait, c'est pas imposable. C'est pas imposable sur le revenu déjà. C'est pour donner une idée. Déjà, si t'es pas imposable sur le revenu, c'est que tu gagnes pas assez. Hein. C'est vraiment des systèmes très différents en fait. Et en franco-belge, tu vois, qu'un auteur qui a une popularité ait sorti un album et ressorte la suite 20 ans après, ça sera jamais la même chose qu'un jeune qui veut le sortir. Un jeune qui a pas fonctionné, lui, des premiers tomes qui sont début et fin d'une série en franco-belge, il y en a des palettes. Hein. Ouais. On le sait pas, comme on l'oublie, mais il y a beaucoup de gens qui sont cassés les dents. Je pense notamment à un moment donné, il y avait l'éditeur Soleil qui sortait beaucoup de tomes 1, pour laquelle on n'a jamais eu de tome 2 parce que les ventes ne suffisaient pas à avoir une suite. Être dans un système de Big Two, c'est aussi s'assurer d'une certaine sécurité, dans le sens où t'es là, tu sais que demain ça va pas disparaître normalement. Les Batman, les Wonder Woman, les Superman, les Spider-Man, les Captain America, ça sort chaque mois depuis combien d'années? Au moins 60 ans. Hein. Donc c'est une industrie qui fonctionne. Il y a des industries qui s'écroulent, qui sont cassées la gueule. À chaque fois on dit les comics c'est fini, sauf que DC et Marvel ils sont là depuis combien de temps? Donc effectivement, comme tu dis, il y a peut-être, je sais pas s'il y a un entre-deux, mais entre la franco-belge où il y a peut-être pas assez d'éditeurs qui surveillent mais qui chapeautent le truc. Et à côté de ça, comics ou le manga, où là, l'éditeur, il est clairement tout le temps là. Et d'ailleurs, moi, j'ai écouté pas mal de choses sur Akira Toriyama ces derniers temps, et clairement, moi, j'ai appris pas mal de choses. À savoir que s'il n'avait pas eu son éditeur avec lui, on a l'arc-bout, voilà. Toriyama sans éditeur, c'est l'arc-bout. Donc, voilà. Je trouve que c'est dire beaucoup. C'est sûr que les éditeurs, en fait, tout le rôle d'éditeur, même si on peut râler sur les éditeurs en comics, parce qu'on se dit des fois qu'ils n'ont pas vraiment lu ce qui s'est passé avant, ou la cohérence entre les séries, c'est pas top. Mais c'est vrai que c'est un rôle quand même assez important. Et au Japon, effectivement, comme tu l'as dit, ils sont là pour vraiment pousser les auteurs. Hein. C'est impressionnant. Moi, j'ai appris plein de choses en fait. Et peut-être que oui, là, c'est pas la même relation qu'il y a, mais ça montre aussi peut-être certaines lacunes éditoriales dans le comics. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a pas assez de communication, évidemment, entre les éditeurs et leurs auteurs. Ils veulent faire un univers partagé, ils permettent pas à leurs auteurs de discuter entre eux, d'établir des plans entre eux. Les auteurs eux-mêmes ne savent pas combien de temps ils sont sur une série, je pense, la plupart du temps. Donc, tout ça, ça fait que aussi on a cette confusion éditoriale. Alors, je pense pas que ça empêche des ventes ou quoi que ce soit, mais peut-être que ça peut soit perturber ou perdre certains lecteurs qui, eux, sont attachés à cet univers partagé, cette continuité, et voient avec le flou éditorial en disant le Big Two, ça fait longtemps que j'y suis, mais peut-être que je vais aller un peu plus vers l'indé parce que voilà, je commence à en avoir marre. Après, tu vois cette nébuleuse, je dirais, éditoriale, ça va surtout impacter le scénariste, moins le dessinateur. Le dessinateur, lui, il a un script. Alors après, je sais pas ce qu'il
qui va lui donner le script, hein. Est-ce que c'est son scénariste ou est-ce que c'est le script revu par l'éditeur en disant au fait tu vas faire plutôt ça et ça. Mais c'est sûr que lui, il va pas voir sa cadence diminuer par ces problématiques il faut mettre Spider-Man ici parce qu'en fait il s'est passé ça, ou lui on lui dit et puis il dessine. Après justement c'est aussi intéressant de savoir finalement quelle est la part de liberté du dessinateur, où ça va être juste un exécutant en disant voilà, t'as ton petit script à faire et puis tu le fais, et dans les temps s'il te plaît, donc c'est à faire pour demain ou pour hier plutôt. C'est généralement comme ça que ça se passe au boulot, hein. On dit bon, c'est à faire pour hier, allez, rouille. Et donc il se retrouve avec 20 planches à faire en 10 jours. Plus la couverture, hein. Sachant qu'une couverture c'est pareil, hein, c'est au moins un jour de boulot, hein, facile. Et c'est pour ça aussi qu'on a certains issues où on a 4-5 encreurs, parce que l'auteur fait juste des crayonnés, et après t'as 4-5 encreurs qui vont travailler en parallèle pour pouvoir sortir l'issue. Donc après ouais, tous les raccourcis possibles pour un dessinateur, je pense ils existent. Après, est-ce que les raccourcis deviennent pas des problèmes, voilà, justement par rapport au sujet. Ça c'est tout l'idée d'en débattre. Mais il y a deux choses qui m'ont frappé là ces dernières semaines. C'est l'importation du franco-belge ou du fumetti dans les comics. Là, je regardais sur les sorties de la semaine dernière, il y a eu le Batman d'Island Dog qui est sorti chez DC. C'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui a déjà été publié il y a 5 ans chez le propriétaire intellectuel de Island Dog. C'était un gros pavé qui était sorti en Italie, qui est réadapté aux États-Unis qui va être en 3 issues d'une 50aine de pages. Et Cocorico, il y a les Chroniques d'Under York par Sylvain Rimberg et Mirka Andolfo qui sortent chez Image, que là à partir du mois d'avril, alors que ça a déjà une dizaine d'années en France. Donc est-ce que c'est pas quelque chose, enfin là c'est deux cas qui m'ont frappé en très peu de temps. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va venir se démocratiser justement pour redonner un appel d'air et puis garder un volume de sortie malgré tout en adaptant des œuvres d'autres pays, pour laisser un peu plus de place aux scénaristes. Il y a Dark Horse, par exemple, qui publie énormément de mangas. En plus de leurs comics, ils font des adaptations de mangas, ils en publient énormément. Ce que je veux dire, ils ont déjà sorti en single issues Le Château des Animaux. Je sais pas, la BD franco-belge, mince, je sais pas, Old Geek, si tu te souviens de l'auteur. Je l'ai pas, bon, je sais pas non plus, mais les auditeurs, ouais, ils feront les recherches, ils trouveront rapidement. Mais effectivement, ils avaient sorti aussi en issues comme ça. Et ils avaient fait justement un FCBD l'année dernière avec le premier numéro du Château des Animaux, donc en anglais, Animal Castle. Et effectivement, ils sont beaucoup plus ouverts, en fait. Ils ouvrent leurs frontières pas mal au manga, à la franco-belge. Mais ça, c'est Dark Horse, parce que Dark Horse, ils ont quand même un gros catalogue, ils ont un catalogue indé historique, en fait. Sin City, c'est Dark Horse. Hellboy. Mais voilà, merci. Hellboy, Dark Horse. Donc rien qu'avec ces deux grosses séries historiques qui ont été quand même des locomotives un petit peu de l'indépendante. Après, ils font aussi pas mal ils font de la licence, ils font pas mal de choses comme ça. Donc effectivement, ils ouvrent leurs portes, ils font de magnifiques éditions en manga pour Berserk. Ils font des éditions grand format, cartonnées, Berserk, Blade of the Immortal. Ils font aussi Vinland Saga. Ils font quelques séries manga. Enfin, il y a vraiment un énorme amour pour la bande dessinée sans frontières de la part de Dark Horse. Ils font aussi, je crois, les humanoïdes associés, je crois. Ouais. Les métabarons, des choses comme ça. Après, un album franco-belge qui fait une 60aine de pages, il leur découpe en 3-4 issues, en fait. Et du coup, ils ont aussi cet aspect mini, plus l'aspect tous les mois, en disant voilà, et c'est complet en temps, hop. Il y a un vrai travail, effectivement, de découpage et de redistribution aux États-Unis. En France, on a essayé de faire notre magazine un petit peu, même en France, il y a une histoire de magazine aussi, de la bande dessinée de Pilote, Tintin, Spirou, après l'Enfeust, plus récemment, il y a eu des tentatives, il y a eu une volonté, mais je dirais que c'est pas forcément le mode de consommation qu'on préfère. En Europe, j'en sais rien, mais en France, en tout cas. Il y a que Spirou qui survit. Spirou survit. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même le journal de Mickey, pendant longtemps. Mais bon, c'est du comics aussi, c'est pas vraiment, mais c'était en tout cas de côté périodicité, quoi.
Mais il y a eu très longtemps quand même un historique en France de périodicité, de périodique, pardon, parce qu'il y a eu un énorme rapprochement avec des dessinateurs italiens justement à l'époque de Pilote, où on avait les westerns italiens qui arrivaient dans les magazines français. Alors ça, c'est plus l'époque de nos parents du coup, vu que c'est les années 70. Mais il y a eu cet éclatement, enfin c'est une offre assez dense à une époque, mais qui s'est vautrée comme toute la presse écrite est en train de se vautrer de toute façon en France. On crie énormément aux distributeurs des magazines Panini comics qu'on avait il y a encore une quinzaine d'années, mais même sans le scandale de ce distributeur dont j'ai oublié le nom. Prestalis ? Pardon ? Tu parles des distributeurs récemment là ou pour les kiosques ? Ouais, pour les kiosques. Pardon ? Prestalis ? C'est ça, merci, Prestalis. Même sans l'arrêt de Prestalis, le comics en kiosque de Panini et d'Urban aurait fini par éclater. De la preuve, Urban n'en publie plus du tout. Bah, c'est récemment, il y a eu, je sais plus quel mensuel Disney qui s'est arrêté après près de 53 ans de publication. Je sais plus lequel c'est. C'est pas Mickey Parade? Je sais plus. Je crois que c'est le journal de Mickey. Je crois pas que ce soit le journal, c'est Mickey Parade ou Mickey Géant, un truc comme ça. Ah, ou c'est parti Effectivement, c'est arrêté en kiosque après 53 années de publication. Ouais. Ce qui montre bien que, mine de rien, oui, il y a moins de public. Après, les kiosques ont quand même vraiment disparu de certaines gares. Hein. Avant, il y en avait partout. Oui. Voilà, la Covid n'a pas arrangé les choses. Hein. Même Prestalis plus la Covid, ça a été quand même assez mortifère pour les kiosques. Hein, faut dire ce qui est. Hein. Et même globalement pour la presse en général, on est plus maintenant sur nos téléphones que sur un objet presse. Et c'est aussi peut-être ça le point. On parlait tout à l'heure de modèles économiques. C'est vrai que les modèles économiques pour les petites mini, etc. On va dire, on sort pas en physique, mais juste en numérique pour dire que ça existe et puis vous pouvez le consommer. Ça existe, mais vraiment de façon très minime en fait. Après, il y a aussi, pour revenir un petit peu sur la manière dont sort un petit peu les comics chaque mois aux États-Unis, on en parlait aussi. Brubaker Phillips, maintenant, ils sortent plus par single issues. Hein. Il y a aussi de plus en plus de personnes qui sortent directement par ce qu'ils appellent un peu le graphic novel, ou en tout cas, ça sort directement en édition reliée, quoi. Ce qui va être le cas pour, je sais plus, The Unholy, là, en mois de juin. C'est comment le début déjà? Je sais plus le prochain titre. Tu te rappelles, Léna, le prochain titre de Brubaker et Phillips qui sort en VO au mois de juin? Qui sort en VO, le nouveau en VO? Ouais. Je sais plus. Il y a The Unholy, mais je sais plus le premier. House. Ah ben voilà, House of the Unholy, voilà. Donc la maison de... Bref. Même en sortant tout d'un coup, ils ont quand même une fréquence qui est assez... qui est folle. Ils n'arrêtent pas de bosser, on est d'accord. Ils en sortent au moins 2 par an, à peu près. Ouais, je sais plus quand est sorti Where the Body Was. Je crois que c'était fin d'année, il me semble. C'était en décembre, je crois. Donc, quand tu vois, décembre, juin, ça reste une fréquence assez folle, quoi. Ah bah, carrément. Et en tout cas, ouais, pour revenir un petit peu sur ton débat de départ, pardon, effectivement, il y a beaucoup d'offres. Il y a des locomotives, hein. Il y a ce besoin, et forcément, il y a pas mal de petites séries qui se perdent un petit peu là-dedans, parce que tu parlais du Big Two, tu parlais d'Image, puis ensuite Boom Studio, Dark Horse. Il y a Awa aussi, il y a Vault Comics. Il y a effectivement la série Underground, la petite série ou la deuxième série qui va sortir chez Vault ou chez un des derniers éditeurs, forcément, elle va avoir beaucoup moins de lisibilité. Ah oui, après, c'est logique, c'est vrai dans un petit peu tous les univers. C'est-à-dire que dans le cinéma, le blockbuster va couvrir le cinéma d'auteur. Dans la musique, les musiques radio vont couvrir les musiques underground, etc. C'est vrai dans tous les arts. Il y a des vitrines, quoi. Il y a des porte-étendards. Et quand on creuse, on en trouve pour tous les goûts. Hein. Dans le comics, il n'y a pas que du super-héros, loin de là. Il y a du polar, il y a du tranche de vie, il y a de tout. Il y a de l'horreur. C'est pour ça qu'il peut-être revoir, en tout cas, que les règles du jeu, je parlais tout à l'heure de règles du jeu, avec le lecteur soient claires, quoi. Si on peut plus produire pour des raisons de simplement de vie, parce que faut pas se leurrer aussi entre
entre le début même le début, tout début des années 60 et maintenant, le mode de vie est complètement différent. Les dessinateurs, je veux dire, effectivement, les dessinateurs à l'époque, je vais pas dire que c'était bien, hein, mais quand je pense à Kirby, etc., qui devait vraiment sortir des planches pour survivre. Il y a ça aussi, une notion de survie. Il fallait produire pour pouvoir vivre, et encore, ils vivaient pas bien par rapport à toute la masse de travail qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, on est dans un mode où finalement, on n'est plus, à part certains mangaka, mais on essaye d'avoir autre chose que son boulot dans la vie. Parce que voilà, des aspirations légitimes, hein, de faire autre chose que de travailler. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore sur un modèle où on réussit véritablement à concilier les deux, surtout dans ce modèle qui est quand même trusté par l'économie. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. En tout cas pour les Big Two. Peut-être aussi pour ça que Pardon, vas-y Léna. Non, j'étais juste pour dire que j'étais d'accord, c'est tout. Mais c'est peut-être aussi pour ça que les Big Two vont de plus en plus vers des dessinateurs espagnols et italiens. C'est avec un espoir de gagnant-gagnant, surtout de la part de l'artiste, où ça va lui donner une reconnaissance à l'international. Alors c'est un pari réussi pour Bueno, qui était sur Nice House on the Lake, qui est un tel carton, du moins en France, que lui, il sera reconnu. Mais quand on regarde le nombre de dessinateurs italiens ou espagnols qui débarquent dans le monde du comics, c'est la proportion me semble de plus en plus grande. Il y a Iban Coelho entre autres, il y a Bueno, mais il y en a, on pourrait en citer des dizaines comme ça qui arrivent de plus en plus chez les Big Two. Même Matteo Scalera, je pense. Et t'as aussi dans le backup du Batman de ce mois-ci justement, je crois que c'est Michel Bandini que j'avais déjà vu plusieurs fois, qui est super doué. Non, mais t'as complètement raison. T'as complètement raison. Et de toute façon, c'est ça. Dès que tu te fais un vraiment, alors soit t'es une méga star au dessin, et là t'as peut-être le salaire en conséquence. Mais autrement, effectivement, quand tu te fais un nom au scénar ou au dessin, alors peut-être plus au scénar. Au dessin, je pense que si t'es une star au dessin, c'est ce qui a été expliqué. Là, tu regardes une cover, c'est entre 400 à 600 $ pour quelqu'un de lambda, $1000 pour quelqu'un de connu, et Alex Ross, $2000. Donc, t'as vraiment un gap de salaire en fonction de ta notoriété. C'est aussi pour ça que Tanyan de Fort, il est sur 4 séries. Là, je parlais pour les artistes. Hein, oui, mais vu que les scénaristes sont beaucoup moins bien payés, oui. C'est sûr que c'est moins difficile, entre guillemets, d'être sur plusieurs séries à l'écriture qu'au dessin. Je dis bien entre guillemets, hein, c'est quand même pas évident, mais effectivement, être sur 4 séries mensuelles en dessin, de nos jours, ça semble impossible. Hein. Déjà, être sur 2, c'est une prouesse. Donc effectivement... Après, par rapport aux couvertures, il y a tout aussi, malheureusement, tout cet aspect spéculatif des couvertures, des variantes, etc., qui peuvent expliquer qu'un Alex Ross ou un Campbell soit payé $2000 la couleur aussi. Parce qu'on sait que demain, si elles sont gradées, elles se vendront peut-être 4 à 5 fois plus. Il y a aussi tout ce côté spéculatif que j'apprécie peu, mais qui existe, hein, et donc il faut pas se leurrer que voilà, on va pas upgrader le dessinateur qui fait comment dire, tous les personnages avec un strabisme ou avec un gros nez, hein, voilà. Ouais, mais la spéculation, c'est aussi les gros éditeurs qui la provoquent avec leur incentive covers. Je suis d'accord. Non, mais j'explique rapidement pour ceux qui connaissent pas trop. On a des variantes cover chaque mois pour les grosses séries, et des fois vous avez des incentive covers. Alors vous avez des... Dis-moi si je me trompe, hein, c'est un 10 ou un 25 ou un 25 un 50, jamais. Il y a un 10, un 25, un 50, un 100. Et tu peux en avoir encore plus. Un 100, je le vois quasiment jamais. Alors pour expliquer, ça veut dire, par exemple, on va prendre l'exemple tout simple de un 10. Ça veut dire que les comic shops américains, pour choisir cette variante-là, ils sont obligés de prendre 10 covers régulières de cette série. En plus. De les commander. Donc un 10, ça va encore. Quand on arrive à un 50, soit pour une série obscure ou une série où on n'est pas sûr de vendre tous les numéros, c'est en fait ceux qui tiennent les comic shops qui vont décider du prix de la variante, en fait. En fonction de moi, il faut bien que je m'y retrouve. Je vais pas commander 50 numéros. Si j'en vends 10, j'ai 40 numéros sur le bras, qu'est-ce que j'en fais? C'est 40 numéros à $3, bon, ça ferait beaucoup, là, mais ça ferait la variante à 120, du coup. Parce qu'ils vont la mettre en compensant les numéros non vendus. Alors, c'est une anticipation, évidemment. Et ça, aux États-Unis, ils ont le droit de vendre la variante cover au prix qu'ils veulent, la variante incentive, hein, j'entends. En France aussi. En France aussi, dans ceux qui font comic shop, du coup. C'est ça.
Pulps, il veut les variantes incentive. Alors Pulps, album comme X-Zone et tout, peut-être certainement même Astro City, pour citer les gros vendeurs de gros. Tu vas avoir les variantes incentive entre 15 et $80 minimum. Là, je me rappelle le Spawn Batman qui était sorti en noir et blanc où il y avait une flopée d'incentives qui avait été faite. Il y en avait, ça montait jusqu'à des 3 chiffres, voire 4 chiffres la cover, quoi. Donc c'est ça que je veux dire. C'est que c'est un peu l'éditeur qui provoque la spéculation au départ, en fait. Oui, et puis le spéculateur qui a envie de se retrouver avec un Detective Comics 27 dans les années 2020 ou un Amazing Fantasy 15 et qui espère avoir sa part du trésor, quoi. Mais tu sais, le problème de la spéculation, j'en ai déjà parlé, je crois, c'est qu'il y a aussi des gens qui viennent nous voir pour dire, il paraît que tu possèdes ça, tu le vends combien, en fait? Parce que moi, je suis prêt à te l'acheter cher. Moi, j'en ai déjà parlé, c'est le cas de mes jaquettes, que j'ai toujours pas vendu d'ailleurs, de One Piece pour les 20 ans. Il y a des gens, je reçois encore régulièrement des messages pour me dire, si tu les vends 90 € pièce, je te prends les 3. Il y a quelqu'un qui est prêt à me prendre 3 mangas One Piece pour 270 €. Donc, et c'est pas moi qui dis, je les vends à tel prix. C'est parce qu'effectivement, j'avais un ami qui avait remarqué que j'avais les 20 ans, les jaquettes 20 ans de One Piece, qui me dit, oh là là là, mais c'est incroyable. Il en a parlé à 2-3 copains à lui, et l'info, elle est déjà partie, quoi. Et ils m'ont retrouvé sur je ne sais quel réseau social en m'envoyant des messages. Ils t'ont retrouvé, t'as craqué. Je sais que tu as une couverture des vacances. Je vais te trouver et te traquer. Imagine avec le masque de Scream en plus. Il y a vraiment un marché, une clientèle pour ça. Les gens sont prêts à payer extrêmement cher pour une autre illustration que celle de départ superficielle et rare. Demande, hein. On est dans ce système d'offre et demande. Mais c'est vrai qu'après, ça peut avoir des proportions un peu déraisonnables, voire beaucoup. Bah, complètement. Ouais. Enfin voilà, tout ça pour arriver à une conclusion qui, il n'y a pas forcément de solution, hein, malgré tout. C'est à part de payer plus les dessinateurs pour éviter cette tentation d'aller vers l'intelligence artificielle. Mais ce qui voudrait dire une augmentation de l'issue que le public n'est pas forcément prêt à absorber. Il y a malheureusement pas de grosse solution tant qu'il y aura une extrême capitalisation du média, quoi. Bah, et c'est aux éditeurs de faire leur boulot, à mon avis, de peut-être réduire quand même le nombre de séries, peut-être mieux répartir aussi les artistes. Je sais pas. Oui, t'as raison. Même si on répartit les artistes resteront toujours sur une série et il faudra toujours faire les 20 à 24 planches. Comme disait Old Geek, les lecteurs sont de plus en plus exigeants. Il n'y a pas de décor, qu'est-ce que c'est que ça? Comme on l'a dit, dans les mangas, on a des assistants, ou alors on décalque des photos en fait, et on recopie. Ça se fait très régulièrement en fait. Bon, il y a Greg Land qui le fait aussi en comics, mais ce que je veux dire, enfin c'est pas le seul d'ailleurs, mais c'est des choses qui existent, quoi. On voit bien qu'effectivement il y a tellement de BD qu'on peut pas vraiment faire autrement. Et comme on l'a dit, on l'a légèrement abordé, mais nos habitudes de consommation et de collection aussi vont dans ce sens-là également. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de collectionner, on en a déjà parlé un petit peu dans les émissions précédentes, mais du Spider-Man, du Batman, moi je le sais aussi, le Batman de Zdarsky, je suis pas fan, hein. Je le prends chaque mois quand même. Parce que on est soit dans l'espoir que ça s'améliore, après tout. Ou alors on se dit tant pis, je prends tout, et puis si ça me plaît pas, je revendrai le tout, ou alors je le garde pour la collection, je dis oui, je les ai. Enfin, il y a ce rapport qui est un peu compliqué aussi, nous en tant que lecteurs, consommateurs, collectionneurs. Et il y a aussi un autre point qu'on n'a pas abordé, mais qui me semble aussi intéressant, c'est de voir, parce que là, nous, on est entre initiés, il faut dire ce qui est. On est tous concernés par le sujet, on est quand même assez accurate sur un certain nombre de points, mais le grand public, hein, sans que ça soit péjoratif, l'IA, pour lui, c'est aussi quelque chose dont il n'a pas de conscience d'utilisation. Et je vais citer un exemple par rapport à mon propos. Akira Toriyama nous a quittés récemment. Le nombre d'images faites par IA avec un Sangoku à l'enterrement, des Sangoku qui pleurent, etc., ça foisonne, et véritablement. Et personne se dit, mais attendez, c'est pas un hommage, en fait. Vous avez récupéré via une IA des dessins dont on sait qu'ils ont été volés à quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas le style de Toriyama, mais c'est un autre style. Et ça semble tout à fait normal. Donc, il y a aussi, je pense,
aux éditeurs de fixer des limites par rapport à ça. Parce que là, on n'a pas parlé de Sorrentino, tu en as parlé un tout petit peu, Johan, au début, mais c'est vrai s'il a fait ou pas, hein, peu importe, on ne sait pas, je suis pas là pour y voir. Mais d'une certaine manière, la boîte de Pandore a été ouverte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense qu'il faut être clair avec ce qu'on en fait. Mais là, voir le signaler, fait avec IA, pas fait avec IA ou autre, pour qu'on sache aussi ce qu'on achète et que ça ne devienne pas quelque chose de normé. Parce que malheureusement, tous les avatars qu'on peut faire, tous les trucs qu'on peut faire partout sur les réseaux, c'est de l'IA. Il n'y a pas un dessinateur derrière qui va le faire, qui va faire ce que tu penses. Et je pense qu'on est aussi sur ce risque de banalisation par le grand public de ces techniques. Et comme on est dans un système capitaliste, les éditeurs sont pas fous. Ils disent, attendez, ça vous fait gagner du temps, on peut faire 5 au lieu de 3, au lieu de 1, par exemple. On y va. Hein. Donc, il faut que ça soit réglementé dès à présent par tout le monde pour qu'on arrive, en tout cas, qu'on sache ce qu'on lit. Et qu'après, on est libre d'apprécier ou pas l'IA. Hein. Et comme ça, après, chacun fait son choix. Si tu es au courant, après, chacun pousse son curseur où il le veut et fait ses propres choix. Et si ça le dérange pas ou s'il n'y a pas de problème, au moins, il est au courant et il fait en son âme et conscience, quoi. C'est ça. Je pense que c'est là, la balle est plutôt dans le camp du législateur, du coup. Et la preuve en est avec, en revenant sur un rapport avec Toriyama, c'est Brigitte Lecordier. Alors pour les plus jeunes, Brigitte Lecordier, c'est la comédienne de doublage qui a doublé Son Goku jeune, puis Gohan et Goten, pardon, entre autres dans Dragon Ball. Elle a poussé un coup de gueule sur les réseaux où le générique français de Dragon Ball qui a été chanté par Ariane, l'intelligence artificielle a changé la voix d'Ariane avec celle de Brigitte Lecordier sans que Brigitte Lecordier soit au courant. Et si sur le monde du comics, ça fait de petites vaguelettes, dans le monde du cinéma et de la musique, c'est un énorme danger où justement la plupart des acteurs sont en train de demander aux législateurs, et que ce soit même plutôt une régulation mondiale, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde de l'art. Très juste ce que tu dis, parce que les IA dans la musique, ça fait un moment que c'est déjà le cas, quoi. On peut entendre Johnny qui chante le générique de Pokémon, hein, si ça vous amuse. Donc il y a des choses assez incroyables qu'on arrive à faire, et effectivement, quid de la propriété, du droit à la propriété intellectuelle, en fait. Et puis de la propriété de sa propre voix. Dans le cas de oui, non, mais quand je dis propriété intellectuelle, t'as raison, c'est propriété ce qui est à toi, quoi. C'est ta propriété, quoi. Quand on dit propriété intellectuelle, ou t'as raison, propriété de ce qui te revient de droit, en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin voilà pour ce petit débat. Je vais revenir vers toi quand même, Julien, parce que toi, il y avait une news qui t'avait interpellé sur cette semaine. Et tu vas nous parler un petit peu de Transformers. Oui, alors là, on va changer complètement, hein. Rien à voir avec l'IA. On reste sur des robots. C'est des robots, des gros robots, effectivement. J'ai vu cette news tomber. Effectivement que Vestron, je préfère dire Vestron, hein, mais apparemment on dit Vestron, va sortir au mois d'août, si c'est pas décalé, parce qu'ils ont quand même l'habitude malheureusement de décaler un peu leur sortie. Les comics d'ailleurs, issus du film de 1986. Voilà. Léna était même pas, je sais pas, les parents de Léna étaient ados à ce moment-là. J'étais pas bien vieux non plus, hein, ceci dit. Mais globalement, pourquoi c'est intéressant et pourquoi ce film est aussi important. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 80, en fait, pour vendre des jouets, il suffisait de faire un dessin animé. Et on a eu des tonnes de produits dérivés qui ont servi juste à donner un petit peu d'envie aux enfants d'acheter les jouets. Transformers faisait partie de cette base. Hein. Au début, c'était des jouets japonais qui ont été repris par Hasbro. Ils ont monté un dessin animé qu'on appelle aujourd'hui l'AG1, la première génération. Et entre la deuxième et la troisième saison de ce dessin animé a eu lieu ce film. Film où rétrospectivement on voit que les auteurs n'avaient pas bien réfléchi, hein, parce qu'ils ont tué la moitié du cast, en tout cas tous les personnages un peu importants y passaient pour relancer avec un nouveau héros, etc. À l'époque,
Alors, oui, c'est le dernier rôle d'Orson Welles et Leonard Nimoy aussi qui faisait du doublage, donc des personnes quand même assez connues. C'est assez marrant d'ailleurs de voir ça parce qu'on se dit ah ouais quand même aujourd'hui c'est un peu la norme que des stars fassent du doublage de dessins animés. À l'époque c'était pas trop le cas, en tout cas j'ai pas de souvenir. Donc Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Leonard Nimoy, c'est son personnage le plus célèbre, c'est Monsieur Spock dans la Star Trek de la série originale et quelques autres séries, dont un personnage récurrent dans la série Fringe des années 2000. Voilà, je te laisse la main. Ah, et donc ils ont tué pas mal de gens, ils ont relancé. Bon, alors, ça a eu surtout un succès parce que l'animation était top, parce qu'il y a eu des musiques qui sont devenues cultes depuis Touch de Stan Bush et Dare. Mais c'est d'ailleurs assez marrant parce que je pensais pas qu'ils avaient été créés à cette occasion. Et donc là, le comics, pourquoi pas. On aura donc la version originale faite par Marvel à l'époque, puisque c'est Marvel qui dessinait les comics Transformers, et la version IDW, donc 20 ans après. Donc un bon petit saut dans le passé pour voir ça, et puis surtout, contrairement à d'autres comics qu'on a pu avoir, on n'aura pas eu droit à une version en couleur, une version noir et blanc, une version crayonnée. On a bien deux versions différentes, donc pas l'impression de se faire un petit peu avoir par rapport à ce qu'on va lire. Donc je suis plutôt client de voir ce que ça peut donner et de voir comment ils vont comment dire, raconter l'histoire à l'époque et 20 ans après. C'était la petite news Transformers. Ok. Moi, je t'avoue ne pas être du tout lecteur de Transformers. Je suis plus hypé par la ressortie de Rome, qui était une série d'à peu près la même époque d'ailleurs. Mais Transformers, je suis pas aussi. Hein. Oui, forcément. De toute façon, tous les dessins animés de l'époque, c'était des jeux, enfin, c'était pour vendre des jouets. Et tu l'as bien précisé. Mais voilà, Rome qui est effectivement ça tend un petit peu entre du Transformers et la méga sentinelle des X-Men. Mais ça me hype un peu plus ça que Transformers, même si pour le coup les covers, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, les covers sont vraiment jolis. Ouais, il y a quelque chose. La cover complètement à gauche, effectivement, elle a l'air quand même assez iconique. Hein. On voit avec Hot Rod qui tient la matrice, Unicron en arrière-plan. Enfin bref. Et puis après, bon, ça parle qu'aux fans, hein, mais oui. Ouais, moi je connais pas du tout non plus. Transformers, c'est pas trop une franchise vers laquelle je suis allée, même les films, hein, pas trop vu. Mais c'est vrai que les couvertures sont sacrément belles quand même. En tout cas, ça donne envie. Moi, je pense que ça sera pas la même à l'intérieur. On le sait, hein, les couvertures sont plus mensongères. C'est souvent le cas, hein, malheureusement. Mais je peux vous conseiller, si ça vous intéresse un petit peu, d'avoir quelques infos, parce que là, je vous ai dit superficiellement quelques petits trucs, mais d'aller sur la chaîne de Magnus sur YouTube, qui fait plein de trucs très intéressants sur le lore des Transformers, dont justement la licence, d'où elle vient, etc. C'est une vidéo qui fait près de 40 minutes, qui vous expliquera en détail un petit peu tout ça, si ça vous intéresse, ne serait-ce que pour votre culture geek. Ok. Bah voilà pour cette semaine en tout cas. Donc comme on vous le disait, un très peu de news, mais un débat plutôt intéressant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On se fera un plaisir de répondre. Isoka comme moi sommes au taquet sur les commentaires. On répond à tous dans la mesure du possible. Et certifié non ChatGPT. Tout à fait. On le fait sur notre temps libre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les critiques des issues et des comics qu'on a lus. Merci, bonne semaine. À bientôt, bonne semaine. Ciao. Salut tout le monde.